Bonjour, uniquement pour Fast Info, Othman Nasrou, le premier vice-président de la région Île-de-France, nous accueille pour présenter en exclusivité le plan de lutte contre la précarité des jeunes. Othman Nasrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France. Alors on est ici aujourd'hui pour parler des jeunes, des étudiants. La région Île-de-France est celle qui en compte le plus. Donc c'est pour ça que l'impact et disons l'action de la région a une grande importance. Avant de parler du plan de la région pour la précarité des jeunes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que la région a fait depuis le premier confinement pour aider les jeunes, notamment ceux qui sont dans des conditions les plus précaires dans ce contexte inédit et difficile? La chose la plus importante certainement qu'on ait faite jusque-là, c'est d'équiper tous les lycéens en ordinateur, en tablette, parce que toutes les familles ne sont pas dans les mêmes conditions d'apprentissage. On voulait absolument que tous les lycéens, je rappelle que les lycées c'est une compétence de la région, c'est la région qui les gère, et donc que chaque lycéen ait un ordinateur, un matériel numérique, une tablette à disposition pour pouvoir étudier dans les mêmes conditions, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son niveau social. Et ça, c'était quelque chose d'important. Au début, on a laissé le choix au lycée. Un lycée sur deux avait choisi d'expérimenter cela dès la première année. Et puis, on a généralisé cela. Au total, plus de 400 000 ordinateurs et tablettes ont été offertes avec à chaque fois les outils qu'il faut pour permettre notamment la continuité pédagogique, cette fameuse continuité qui manque tant en ce moment et qui a permis notamment pendant le confinement et bien sûr aux lycéens de poursuivre leurs études et de garder un lien aussi avec leur lycée. Donc la transition numérique très important, vous l'avez dit. Alors venons-en à ce plan de la région Île-de-France, ce plan de lutte contre la précarité des jeunes. Quelles sont les deux mesures principales que vous voudriez souligner, qui sont importantes et expliquez-nous pourquoi est-ce que vous y pensez là aujourd'hui? On sait tous la situation que connaissent les étudiants aujourd'hui qui est dramatique. On avait déjà une précarité de la vie étudiante chez un certain nombre d'étudiants. Ça a explosé avec cette crise sanitaire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu notamment leur petit boulot qui leur permettait de subvenir à leurs besoins parce que les familles n'ont plus forcément les moyens avec la crise de subvenir aux besoins de leurs enfants qui sont étudiants, notamment quand ils sont étudiants par exemple à Paris ou en région parisienne quand ils viennent de province. On estime qu'il y a à peu près 270 € de manque à gagner en moyenne pour un étudiant qui a perdu son petit boulot et c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Donc on est à leur côté depuis le départ. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on ne veut pas les laisser en isolement dans une situation de détresse psychologique. Et on sait qu'on a des phénomènes de dépression chez beaucoup d'étudiants. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Écoute étudiants Île-de-France avec dessus 150 psychologues qui vont faire 40 000 consultations gratuites. Vous vous connectez dessus, je le dis, Écoute étudiants Île-de-France. C'est facile, c'est accessible, c'est gratuit. Vous avez des questionnaires pour évaluer sa situation psychologique, est-ce qu'on a besoin de consulter, et puis une consultation gratuite directement derrière, prise en charge par la région Île-de-France. C'est immédiatement opérationnel et c'est quelque chose qu'il fallait faire vite et aujourd'hui ça marche déjà et on espère que bien sûr tout le monde n'en aura pas besoin, mais en tout cas que ceux qui en ont besoin puissent y avoir accès facilement. Vous avez parlé de la détresse psychologique, justement, sur le plan social. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, d'essayer de retisser le lien entre les étudiants, notamment dans les résidences étudiantes? Parce que parfois, elles sont les compétences de la région. Est-ce que vous avez des idées pour essayer de retisser les liens entre les étudiants qui parfois habitent dans ces résidences, ils sont cloîtrés dans leur chambre? Est-ce que vous savez un peu ce qui est prévu? C'est difficile à dire. C'est vrai que le numérique peut jouer un rôle. C'est pour ça que cette plateforme de consultation psychologique est utile, mais ça ne fait pas tout évidemment, ça ne fait pas le lien social. Nous, on était attachés à ce que les universités puissent reprendre avec un système mixte une journée par semaine, c'est ce qu'a annoncé le président de la République avec Valérie Pécresse, on était très ouverts, demi-jauge ou pas, mais qu'il y ait un lien physique quand même avec le monde académique, avec l'université, parce que ça reste un lieu de sociabilité évidemment. Et ça ne fait pas tout. Il faut évidemment que je vous parle des étudiants qui se retrouvent à la rue, parce qu'il y en a eu beaucoup, qui ont des difficultés financières, se retrouver à la rue parce que pour pouvoir tisser un lien social, il faut aussi ne pas être évidemment dans une situation de mal logement terrible ou de ne plus avoir de logement du tout. C'est la base, elle est aussi là. Et donc on a mis en disposition 400 chambres d'hôtel avec le groupe Accor, avec la Croix-Rouge, qui sont à disposition des étudiants qui se retrouvent à la rue. Alors vous le mentionnez, votre travail conjoint avec la Croix-Rouge, mais qu'est-ce qui est prévu après à plus long terme pour l'accompagnement justement de ces étudiants qui sont en ce moment dans des hôtels? Est-ce que vous avez des solutions après de logements plus durables qui sont prévues? Alors on finance beaucoup la construction de résidences étudiantes. Là-dessus, la région y met des moyens importants parce qu'il y a une pénurie de logements et que c'est très difficile pour un étudiant, que ce soit dans le parc privé ou pas, de trouver un logement. Donc les résidences étudiantes, c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis ce qu'on fait maintenant pour donner aussi de l'autonomie aux étudiants qui le souhaitent, c'est on garantit des prêts étudiants. On va en garantir 15 000. Vous savez, un prêt étudiant en moyenne, c'est 8 000 €, ça peut aller jusqu'à 15 000 € et avec un réseau de banques partenaires, c'est la région qui se porte caution
Comme ça, vous n'avez pas besoin effectivement de passer par la famille qui ne peut malheureusement pas toujours être caution. Et donc c'est la région qui va être garante du prêt et permettre à 15 000 étudiants de plus d'accéder à des prêts pour ensuite effectivement pouvoir accéder plus facilement, notamment à un logement, puis surtout pour boucler les fins de mois pendant les études. Alors toujours sur la vie des étudiants, les repas, vous l'avez entendu, le gouvernement a annoncé les 2 repas à 1 euro. On sait malheureusement que dans certains restaurants universitaires, les choses ne sont pas encore prêtes, il n'y a pas assez en tout cas il n'y a pas assez de stock ou parfois l'organisation est difficile. Est-ce que la région a prévu d'organiser des distributions alimentaires, notamment avec son association Linky? Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Valérie Pécresse, qu'il ne fallait pas attendre, que là aussi, en entendant les décisions du gouvernement dont c'est la compétence là-dessus, il y a des étudiants qui ont vraiment une difficulté même à se nourrir maintenant. Donc on a lancé une grande opération de distribution alimentaire dans toutes les universités qui le demandent. Encore une fois, dès qu'une université nous le demande, avec cette association Linky, on finance une distribution alimentaire. J'ai été voir comment ça se passe récemment d'ailleurs à Paris 13, à Villetaneuse, une université parmi beaucoup d'autres, et j'ai été très surpris du nombre d'inscrits. Plus de 300 étudiants qui s'étaient inscrits ce jour-là pour une distribution qui durait 2 heures. 300 étudiants qui sont venus chercher leur colis alimentaire. Donc on voit que la situation est dramatique et la région continuera de le faire autant qu'il le faut évidemment pour qu'aucun étudiant ne se retrouve dans une situation de précarité au point qu'il ne puisse même pas se nourrir convenablement. Évidemment, c'est une solution ponctuelle, mais elle a le mérite d'exister et on le fait d'ores et déjà. Le sujet, j'espère, restera entier si la crise est amenée à durer. Alors, une prime est-elle prévue pour récompenser l'implication des étudiants des formations sanitaires et sociales? Parce que, vous le savez, certains sont allés en première ligne pour renflouer parfois les rangs dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ces étudiants? Eh bien, écoutez, il faudra qu'on regarde parce qu'effectivement, tous ceux qui sont en première ligne, tous ceux qui sont engagés et tous ceux qui vont s'engager, parce qu'à côté de cela, on a besoin de remettre un certain nombre d'étudiants dans des filières qui recrutent. Il y en a encore, là, des métiers en tension. On a mis en place une prime justement de 1 000 € qui va jusqu'à 2 000 € en situation de handicap pour les personnes qui choisissent de rentrer dans des formations qui recrutent. Et on a 40 000 formations, j'en profite pour le dire chez vous, parce qu'il faut le faire savoir, 40 000 formations qui donnent droit à une prime. Et en plus, ensuite, vous êtes rémunérés, ce sont des formations de professionnels parce que le besoin est là. Et de la même manière, tous les étudiants qui se retrouvent qui sont en apprentissage mais qui ne trouvent pas d'employeur, eh bien nous allons les réintégrer dans de la formation professionnelle pour qu'ils ne se retrouvent pas évidemment à la rue sans employeur et sans apprentissage. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est immédiatement disponible. Donc il y a tout un dispositif, mais bien sûr, il faut aussi récompenser ceux qui vont en première ligne et qui vont au charbon, si j'ose dire, dans cette crise sanitaire. Tout à l'heure, vous en aviez parlé, les jobs étudiants. De nombreux jeunes, bien sûr, sont toujours à la recherche d'un emploi pour financer leurs études. Vous le savez, les emplois saisonniers sont portés disparus à cause de la pandémie. Comment est-ce que la région va essayer d'affronter le problème dans ces prochains mois et surtout à l'été? Parce que souvent, c'est le pic de demande. Qu'en est-il de l'offre? Oui, surtout à un moment où le tourisme est au plus bas, où évidemment la restauration et l'hôtellerie dans l'état que chacun sait. D'ailleurs, les établissements sont fermés, donc c'est très compliqué. Vous savez déjà qu'on a une base de données de stages, et ça a été vraiment une volonté politique de Valérie Pécresse de faire en sorte que l'accès au stage soit déjà beaucoup plus simple, parce que ça commence par là, l'accès au monde professionnel. Je l'ai dit, il y aura donc tous les étudiants qui se retrouvent sans employeur pour l'apprentissage qui vont pouvoir basculer sur de la formation professionnelle, et en particulier évidemment tous les apprentis qui sont dans les filières dont on parle là, tout ce qui relève de l'événementiel, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, qui se retrouvent sur le carreau. On va pouvoir les réintégrer pour qu'ils ne se retrouvent pas sans revenus évidemment et sans apprentissage et sans formation. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous coûter cher mais qui est indispensable dans ce moment de crise, et on va continuer comme cela, à continuer à proposer des formations ciblées pour que personne ne se retrouve sur le carreau, même s'il y a malheureusement beaucoup moins de petits boulots qu'avant. Alors toujours dans le mode de vie, je dirais hebdomadaire, au quotidien des jeunes, le sport, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup du sport quand même, alors qu'il fait partie pour la grande majorité des étudiants du quotidien. Voilà, le sport c'est un enjeu parce que c'est un moyen aussi de s'évader après une grosse journée d'études, de se dépenser, aussi de conserver une hygiène de vie. Avec les mesures sanitaires, vous le savez, de nombreux jeunes n'ont pas pu reprendre leur pratique sportive, et ce depuis longtemps. Pour certains, ça fait déjà 1 an qu'ils ont arrêté leur sport. Comment la région tend à répondre à ce problème? Parce que il rejoint celui de la détresse psychologique des jeunes. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un psy, mais plutôt d'aller voir son coach sportif ou d'aller faire un footing, quoi. C'est fondamental, et on avait beaucoup fait pour la pratique sportive avant cette crise sanitaire. Pour la seule année 2019, on a financé 340 équipements sportifs en Île-de-France. On n'avait jamais fait autant avant, et on voulait mettre le paquet parce que d'abord, ça commence par avoir une installation sportive pas loin, qu'elle soit ensuite utilisée par la mairie, etc., mais qu'elle soit ouverte évidemment au plus grand nombre, et ça demande des financements, et on n'a jamais autant investi sur la pratique sportive en Île-de-France. À côté, derrière, faute d'avoir évidemment des installations qui sont opérationnelles pendant la crise sanitaire, parce que les règles sont malheureusement celles qui sont choisies par le gouvernement, elles sont plus ou moins restrictives selon les périodes, mais aujourd'hui accéder à une salle de sport, c'est difficile.
et même si on finance les associations sportives de proximité, même si on finance les installations, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Moi, je vais juste citer le vélo, qui reste une pratique facile, accessible au plus grand nombre, et qui d'ailleurs reste très populaire en Ile-de-France. On n'a jamais autant financé le vélo en Ile-de-France. On finance par exemple 15 000 vélos électriques aujourd'hui qui sont à disposition. Alors, si on veut faire du sport, ça peut être bien sur les montées parce qu'il faut avoir la force aussi de le faire avec assistance électrique ou sans, mais c'est vraiment quelque chose qui est disponible. On a une aide à l'achat des vélos électriques. Donc, s'il y a un troisième confinement, il ne faut pas mettre une limitation de 2 km pour faire du vélo. Vous vous demandez à ce qu'on puisse faire du vélo jusqu'à la vallée de Chevreuse, par exemple. Ben oui, c'est un très bon choix, la vallée de Chevreuse. C'est pas loin de chez moi, dans les Yvelines. Et franchement, je pense que c'est une bonne manière de se défouler aussi, c'est de prendre son vélo. Si on n'en a pas, on peut en acheter. Et notamment sur les vélos électriques, la région finance beaucoup parce que le but c'est que le vélo soit vraiment un outil du quotidien, pas simplement pour faire du sport, mais le sport du quotidien c'est aussi celui qu'on ne pourra pas nous enlever même si la crise continue de durer. Bon, dernière question pour les étudiants, pour les jeunes, ceux qui vous écoutent, est-ce que vous demandez la réouverture des amphis ? Ben, au moins en demi-jauge, au moins de temps en temps, mais oui, il va falloir effectivement que la vie reprenne aussi à l'université, où on est obligé de vivre avec ce virus dans la durée, et visiblement c'est le cas, parce que la vaccination n'est pas prête de couvrir l'ensemble de la population, je le regrette, mais le rythme est ce qu'il est aujourd'hui. Nous, on avait proposé l'aide de la région pour accélérer la vaccination, au-delà de la question des doses. Malheureusement, aujourd'hui, l'État n'a pas souhaité travailler avec nous là-dessus, je le regrette, mais en attendant que cette vaccination produise ses effets, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus, et donc notamment les amphis, la vie universitaire doit exister, elle ne peut pas s'arrêter complètement, et il va falloir que là-dessus qu'on travaille, on le fait beaucoup avec les universités, pour que la communauté étudiante puisse reprendre un petit peu des couleurs. Merci beaucoup, Othman Nasrou. C'est moi qui vous remercie.